Est-ce une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain ce soir? On y va. Petit habillage et vous me répondez par un oui ou par un non. Est-ce une victoire méritée pour le PSG, Régis? Non, mais elle est là. Mais elle est là. Olivier? Alors moi j'ai toujours des problèmes avec le mérite, je sais pas ce que ça veut dire, donc non. Non plus. On y va, Pierre, Maturana? Un petit hold-up. Un petit. C'est Virginie. Ouais, pareil, non. Raymond Domenech? Ah, c'est mérité. Ah, c'est mérité. Top. Totalement. Il y a un petit duel encore. Raymond, il aime bien ça. Il aime bien provoquer les duels. Vous choisissez votre proie, Raymond. Allez-y, vous avez l'embarras du choix. Vous voulez qui? Oh, je vais changer. Ah bah oui, vous avez vu Saïd tout à l'heure. Je me suis fait un arbitre, un journaliste. Pierre Maturana. Allez. Le technicien, je vais... Les arbitres, les journalistes, c'est ce que vous aimez. Hein. Les entraîneurs, les joueurs. Raymond contre Pierre Maturana. Il en mange au petit-déj du journaliste Raymond Domenech. Ça lui pose aucun problème, ça. On y va pour ce duel. Donc, victoire méritée ou non pour le Paris Saint-Germain. Raymond, vous allez prendre la parole quand même pour nous expliquer pourquoi c'est mérité pour le PSG. Pourquoi c'est mérité qu'une équipe gagne? C'est parce que c'est celle qui marque et qui ne prend pas de but. C'est la pure réalité, la dure réalité d'un match de football. On peut nous expliquer tout ce qu'on veut. Bordeaux a eu des occasions de but, mais le gardien de but de Paris fait partie de l'équipe de Paris. Il est là pour les arrêter. Donc celle qui mérite, c'est celle qui marque. On peut tout expliquer, tout dire, tout ce qu'on veut. Il faut marquer des buts et pas en prendre. Ça a été le cas de Paris. Ils gagnent. Les occasions, c'est pas eux qui les ont ratées, c'est Bordeaux. Et les arrêts, c'est... Vous avez fini votre temps. La parole au journaliste Pierre Maturana. Non, pour moi non plus, la notion de mérite n'a pas grand-chose à voir dans une victoire, mais c'est vrai qu'au vu de la deuxième période, il y a des gros regrets quand même pour Bordeaux, et c'est pour une fois qu'on peut dire que Paris n'a pas fait un très grand match et que finalement ils s'en sortent bien, etc. Ça arrivait quoi, 2-3 fois dans la saison avec le match à Saint-Etienne par exemple, ou contre Marseille. Voilà, on peut le dire, là ils s'en sortent quand même avec un peu de chance. C'est un match qu'une autre équipe aurait pu gagner dans de mêmes circonstances, on aurait parlé de hold-up. Voilà, pour une fois que ça arrive à Paris, autant le dire. Très bien, vous faites cadeau des dernières secondes, Pierre? Allez, cadeau des dernières secondes. Encore plus. Et vous y allez, alors, le journaliste ou l'entraîneur, vous votez hashtag EDS, bien entendu, Raymond Domenech ou Pierre Maturana. Qui vous a convaincu donc dans ce duel? On va peut-être le faire arbitrer par Olivier Rouillet, le duel. Non, vous aviez pris une position, vous déjà. Il a déjà pris une position. Ouais, vous avez pris. Alors personne n'arbitre. Anti-mérite. Exactement. Nous irons d'ailleurs recueillir les impressions et on a hâte d'entendre les impressions des Girondins de Bordeaux, savoir eux comment ils ont vécu la partie, les impressions parisiennes. Camille Makeli est sur place avec Wilson Stanik pour recueillir les impressions en zone mixte. Bon, alors Olivier, oui. Ce match, si on ne parle pas de mérite quand même, oui. Il y a de gros regrets pour les Girondins de Bordeaux, vous êtes d'accord? Complètement, mais je pense que Raymond l'a bien expliqué, le gardien fait partie du jeu. Donc, il n'y a pas que le gardien là dans l'histoire. Pour les Girondins de Bordeaux, pour ne pas avoir réussi à marquer, il n'y a que Areola qui explique le fait qu'ils n'ont pas marqué. Moi, je n'ai vu que ça en tout cas. J'ai vu 3 beaux arrêts de Areola qui ont interdit les Bordelais de pouvoir avoir accès à la victoire. J'ai pas vu une équipe parisienne très, très généreuse dans l'agressivité, dans la détermination, etc. Moi, j'ai vu un très bon gardien ce soir qui m'a fait vraiment plaisir. Et je pense que si lui n'avait pas été au top ce soir, Paris serait peut-être parti avec la défaite. Mais le gardien est là, bien présent. Je vous remonte les stats quand même qui sont affichés. Regardez bien, alors là on n'a pas le nombre de tirs, on a les tirs. 20 tirs pour les Girondins de Bordeaux, 10 pour les Parisiens, 8 tirs cadrés pour les Girondins de Bordeaux, seulement 2 cadrés pour le PSG. Ce sont quand même des stats assez impressionnantes. Est-ce qu'on explique que par la performance d'Alphonse Areola le manque de réussite des Girondins de Bordeaux, Régis? Toute la notion de l'efficacité a pris son ampleur sur un type de match comme ça. Bordeaux n'a pas su être efficace sur toutes les situations qu'ils ont pu avoir sur des situations de jeu, sur des situations arrêtées. Ils ont la situation arrêtée Bordeaux pour ouvrir la marque et 2 minutes après c'est Paris qui marque sur une situation arrêtée sur la deuxième frappe cadrée. Donc Paris a su être efficace dans la surface. Malheureusement, Bordeaux n'a pas su le faire, malgré que le Celso a frappé à la limite de la surface. Donc oui, l'essentiel du foot, c'est de marquer des buts et de ne pas en prendre. Effectivement, il a raison, Raymond. Et là, Paris a su le faire, parce qu'on n'a pas vu un grand Paris. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler, Raymond, du contenu aussi, quand on est coach, et de la notion de réussite, ça veut dire presque de chance aussi, non? Il y a une notion de... Je vous rappelle le débat qu'on avait avec Saïd en première mi-temps, c'était
savoir s'ils avaient laissé passer leur chance ou pas. Oui, Bordeaux a laissé passer sa chance déjà en première mi-temps sur les situations, sur les occasions de but contre une équipe comme Paris. Quand on n'est pas efficace, on ne peut pas gagner. C'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut, on peut expliquer ce qu'on veut. On a bien joué, il va s'en servir à la fin du match, il va dire dans le contenu, on était bien, on a retrouvé de l'agressivité, on a fait ci, on a fait ça. Mais bon, c'est le match de Paris, c'est un match exceptionnel. Ça se trouve la semaine prochaine, ils vont être à la rue dans le match suivant. Il n'y a pas de données. Ce match-là, il fallait être efficace. Ils ne l'ont pas été. Le contenu, il est satisfaisant sur ce que je disais à la mi-temps aussi avec Camano, sur l'agressivité, l'envie. Peut-être que s'il aborde qui est rentré en plus de Préville en première, était rentré peut-être plus vite, ils auraient mis devant ce Paris qui subissait plus ou moins, peut-être que ça aura amené quelque chose de plus vite et peut-être d'autres situations. Mais le résultat, c'est Paris 1, Bordeaux 0. Ouais. Alors Saïd, on parle du manque de réussite des Girondins de Bordeaux, mais on peut parler aussi du fait qu'ils en aient pris un. C'est peut-être ça aussi le regret pour les Girondins de Bordeaux, d'avoir pris ce but. Absolument. Après, contre Paris Saint-Germain, faut quand même s'attendre à un moment ou un autre à avoir au moins quelques occasions. 2 tirs cadrés. Hein. Oui, mais bon, c'est pour ça que c'était peut-être le match ou jamais où il fallait justement être efficace. Et marquer ce fameux but, parce que 1-0 contre Paris Saint-Germain, vraiment, moi, Paris ce soir, c'est peut-être un des matchs les plus faibles que je les ai vus faire au niveau de l'engagement physique et de l'intensité que l'on peut donner sur le terrain. Ils étaient là, ils repartent avec les 3 points, tant mieux, mais s'ils étaient repartis avec une défaite, je pense que ça les aurait pas plus perturbés que ça. Faut-il s'inquiéter justement de la fin de saison des Parisiens quand on voit la production, puisque vous êtes à peu près tous d'accord sur le manque d'application des Parisiens ce soir, Olivier? Mais pourquoi s'en inquiéter? Le seul rendez-vous important des Parisiens, c'est la finale de la Coupe de France. Là, maintenant, ils terminent en roue libre. Alors moi, je reste persuadé qu'ils seront mobilisés jusqu'au bout, mais il n'y a pas à s'en inquiéter. Ils terminent tranquillement leur championnat. Ils ont tout fait ils ont tout fait avant pour se permettre d'avoir des moments un peu dégradants. Il y a certains qui vont nous dire ça fausse le championnat ou et quoi, ça fausse non, ils ont gagné, remarquez. Ils ont gagné, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, ça fausse rien. Pourquoi ça fausse quoi? Alors au début. Rien, c'est vrai, vous avez raison, ils gagnent toujours. Voilà, parce qu'au début du championnat, de gagner d'être plus fort que les autres, ça fausse le championnat, mais ça veut rien dire. Ça. Non. On est, je pense, habitué aussi à avoir des prestations du Paris Saint-Germain qui sont autrement plus efficaces que celles qui nous ont montré ce soir. Alors c'est vrai que c'est un peu décevant de les voir aussi peu concernés. Mais tout comme c'est décevant de ne pas avoir vu un Bordeaux pareil toute la saison. S'ils avaient fait, il y a d'autres matchs qui perdent où ils se font rejoindre, etc. Alors s'ils ont cet état d'esprit-là et cette qualité-là, peut-être qu'ils prennent d'autres points. Donc ils peuvent s'en vouloir aussi à eux en premier, quoi. S'ils font le même match à Paris au moins dans l'envie, peut-être qu'ils ne prennent pas, je sais pas combien il y avait eu, 4 ou 6-2. 6-2. Ah voilà, il y a quand même c'est le jour et la nuit entre les deux matchs et c'est pas que parce que Paris et d'ailleurs pour Bordeaux, c'est ce match-là qui a commencé à les faire plonger, si jamais je dis pas de bêtises. Mais moi je trouve que quand on voit un match comme celui-ci, à chaque fois quand c'est des matchs pleins ou à moitié pleins ou ce que vous voulez du Paris Saint-Germain, on dit c'est Paris qui décide. Mais on a le sentiment que même en n'étant pas très bon, c'est quand même eux qui décident. Parce qu'effectivement, ils ont que 2 tirs cadrés, dont un en deuxième période, ça va au fond. Le reste du temps, ils ont quand même 64% de possession de balle. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais cette équipe, elle est au-dessus des autres. Mais même dans la faiblesse, même c'est pas de la difficulté ce soir, mais dans le jour où ils sont moins bien, ils sont au-dessus des autres. Même dans la nonchalance, ils sont au-dessus. Et parce que la force de leurs individualités, comme Areola ce soir, leur permettent de remporter cette victoire. Donc il y a quand même, il y a du boulot quand même pour les équipes, pour les autres. Pour les autres. Il faut le souligner, c'est vrai que Areola, c'est pas souvent. Non. C'est lui qui est décisif. C'est souvent leur attaque, c'est l'équipe qui fait la différence. Et lui, on dit pas de chance, il a pris un but, un tir cadré, il a pris un but. Et là, ce soir, il faut le souligner quand même. C'est clair. C'est lui qui leur gagne le match. Voilà. Bien, merci, bravo pour lui. Très bien. On notera les joueurs tout à l'heure. Et je rappelle, vous pouvez nous dire qui vous voulez voir noter. Hashtag EDF. Donc on va le faire assez rapidement parce qu'on a beaucoup d'actualités. On parlera aussi de la déclaration de Rivaldo sur Neymar. La déclaration de Gustavo Poyet, je crois, on l'a par écrit. C'était au micro de nos confrères de Canal+ il y a quelques instants. C'est dur. C'est dur parce que nous avons fait un bon match. Nous avons eu plus d'occasions que Paris. Mais nous n'avons pas gagné. Voilà. Il est d'accord avec nous. Hein. Il est totalement d'accord avec nous. Ça, on a tous vu le même match. A priori, on est à peu près d'accord. Il y a peut-être, alors Régis, on essaye de chercher,
Mais on rappelle, il y avait Pastore positionné en 9,5, puis après il y a eu du coaching, donc Paris qui s'est redistribué. Est-ce que ça a eu une influence sur le match? Pas? Non, parce qu'ils ont marqué sur une situation arrêtée. La seule influence, si on peut appeler ça d'une influence, quand ils sont passés à 3 au milieu avec la rentrée de Mota, ils ont encore gelé plus facilement le ballon parce que sur la fin de match, ils ont conservé le ballon. Donc ça a amené une note technique encore plus importante que Pastore dans une situation un petit peu plus haute. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une influence importante ou décisive par rapport au résultat. Non. On dit pas que c'est Unai Emery qui a gagné le match, alors Raymond, ce soir. Toujours. Les entraîneurs gagnent toujours. C'est toujours les entraîneurs qui gagnent. Une part. À la fin, il fait rentrer Meunier, il met Alves au milieu, il garde un peu plus le ballon. Mais il n'y a pas de gestion à cette période de l'année. Pour lui, voilà, il peut mettre celui qu'il veut, enlever ce qu'il veut. Quoi qu'il arrive, on ne dira jamais que c'est grâce à lui. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Surtout lui, surtout au PSG. Voilà, il n'a aucune chance. Déjà au départ, il n'en avait pas, alors maintenant, encore plus. Je veux dire, il est dans une situation où il gère. Il l'a géré en protégeant quand même son équipe. Et il sort Mbappé, qui a été gentil. Voilà. C'est vous qui êtes gentil là, non? Non, pour pas dire autre chose. Alors, mais on va le noter tout à l'heure. Non, si mais on peut pas l'assassiner sur un seul match. Il n'a pas été bon, il le sait, on l'a vu quand il est sorti d'ailleurs. Il a fait d'autres matchs, il a des séries de matchs. Il n'a que 19 ans, donc il faut être un peu tolérant. Mais aujourd'hui, il a été très 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 gentil. Pour revenir à notre petit débat du début de saison, j'étais en train de jeter un œil au classement, vous l'avez qui s'affiche, avec les 43 points des Girondins de Bordeaux. On oublie l'Europe, là ça y est, ce soir, c'est terminé avec cette défaite? Compliqué. C'était compliqué avant, maintenant encore plus. Non, mais c'est pour ça que je vous dis on oublie. Donc, oui, on oublie. Je vous rappelle qu'on était tous unanimes. Hein. Il y avait un petit doute. Les supporters, oui, ils croyaient. Hein. On avait vu des supporters qui avaient une certaine ambition. Et Saïd, est-ce que vous oubliez ce soir? Non, parce que mathématiquement, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis ensuite, il y a 3 ou 4 équipes qui la jouent. Justement l'Europe, donc on peut... devant vous, hein, il y a Guingamp, Nantes, Montpellier, Rennes, Saint-Etienne, Nice par exemple. Oui, d'accord, mais la simple question qu'on s'est posée en début d'émission sur Monaco, Lyon et Marseille, qu'on va se reposer tout à l'heure, mérite quand même de laisser les 4 dernières journées répondre elles-mêmes. Moi j'ai vu Bordeaux revenir de rien, sincèrement. Ce soir je les ai vus un match où le 1-0 n'est pas tout à fait mérité, le 0-1 n'est pas tout à fait mérité. Le match nul, moi, me semblait plus cohérent, même s'ils ont eu une occasion ou deux. Et j'ai plus envie de les féliciter du match qu'ils ont fait ce soir par rapport à la saison qu'ils ont faite, où honnêtement, c'est déjà exceptionnel qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre le message qui a été posté, parce que vous réagissez évidemment à ce match avec le hashtag EDS, le Bayern, le Barça, Manchester City n'arrêtent pas de jouer à 5 journées de la fin du match, c'est aussi ça, respecter l'institution. Le PSG ne respecte pas l'institution? Je ne partage pas. La semaine dernière, ils en ont mis 7 contre Monaco. Ils n'étaient pas titrés encore la semaine dernière, ils sont allés chercher le titre. Non, mais on peut pas dire des choses comme ça. Non, on peut pas, d'accord. La comparaison, elle est valable ou pas avec d'autres clubs qui jouent jusqu'à la fin? Oui, non, mais si tu veux, oui, parce que à chaque fin de saison du PSG où ils sont en avance et ils ont gagné le titre avant tout le monde, bien avant tout le monde, ils ont jamais lâché, quoi. C'est parce que là, ils ont raté un peu un match, passé un peu à côté, qu'ils ont gagné quand même. Hein. Faut peut-être le rappeler plusieurs fois dans l'émission parce qu'ils ont gagné un match de foot ce soir. Ouais. Mais non, on peut pas dire qu'ils laissent le championnat de côté, qu'ils s'en foutent, qu'ils jouent en traînant de pied. C'est pas vrai. Pas de manque de respect, on est d'accord, Olivier? Ah non, pas du tout. Non, on peut pas cautionner ça. Non. Je veux dire, il y a des matchs. Après le titre, ils viennent de fêter le titre. C'est normal qu'il y ait une espèce un petit peu de décompression. Surtout quand c'est espacé comme ça. Quand ça s'enchaîne tout de suite, on est encore dans la réactivité. Mais là, ils ont eu le temps d'en profiter, de fêter. C'est un match et encore une fois, je souligne aussi, ils l'ont gagné. Oui, non, vous avez raison. Mais donc on va pas dire qu'ils... Et les Girondins de Bordeaux l'ont perdu. Hein, même leur entraîneur l'a remarqué. C'est vrai. C'est vrai, il l'a dit aussi. Mais bon, alors on va noter. Tiens, on va passer aux notes maintenant. Je rappelle que nous irons d'ailleurs recueillir les impressions du Paris Saint-Germain, les impressions également des Girondins de Bordeaux. Nous serons dans la zone mixte comme d'habitude, comme tous les dimanches soirs. Donc nous serons au Matmut Stadium où il y avait une formidable ambiance ce soir. Résultat du duel, j'allais oublier.
Résultat du duel, donc Pierre Maturana, Raymond Domenech. Ah, c'est le cobaye qui a gagné ce soir. Je sais, les journalistes, ils ont fini par me tuer. Eux. Vu la presse. Et la presse a toujours raison. Et vous voyez, comme quoi, voilà, non mais vous avez senti quand même le mérite. C'était quoi la question? La question, c'était quoi? Est-ce que c'était mérité pour le PSG? Vous avez dit que c'était mérité, la victoire était méritée pour le PSG. Ah ben, c'est normal, il y a plus d'anti-parisiens en France que de Parisiens. Voilà. J'avais les 19. Alors c'est logique. Vous avez raison. Toujours une bonne excuse. Toujours. Non, pas une excuse, une explication. Qui n'est pas pareil. Les notes du match entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain ce soir. Allez, on va y aller. Vous avez décidé de noter qui pour l'instant? Areola. Bah oui, on y va. Bah oui, Alphonse Areola. Alors là, je pense que il va y avoir des bonnes notes puisque vous l'avez qualifié d'homme du match ce soir. Donc on a un 7 pour Régis Brouard, un 9 pour Raymond Domenech. Partout ailleurs, c'est du 8. On y va, Régis, 7. 7, c'est bon match. Ça mérite 8. Je pensais que 7 c'était très bon. Non. Il était très bon, ça mérite 8. Il n'a pas été exceptionnel en revanche, comme nous le dit Raymond Domenech. Vous dites exceptionnel. 20 tirs cadrés. Non, 20 tirs, Raymond. 20 tirs, ouais. 20 tirs et 8 tirs cadrés. 8 tirs cadrés, il y en a 2 que j'enlève parce que c'était... Mais les autres, il y a eu des arrêts, il fait des arrêts exceptionnels. Et un gardien de but qui prend pas de but, qui gagne le match, qui fait des arrêts exceptionnels, comment vous lui enlevez des points? D'accord. J'ai dit, il fait forcément un match exceptionnel. Est-ce que ça lève le débat de Paris qui devait chercher un gardien? Non. Non? Non, moi je On a un gardien de but exceptionnel. sur un match contre Bordeaux en fin de saison, oui. Après, c'est la régularité. Et non, je pense qu'ils ont toujours besoin d'un gardien, d'un bon gardien, d'un très bon gardien. La question, c'est ça. Qui? Parce que tout le monde dit un bon gardien, mais qui, à l'heure actuelle, est meilleur et peut remplacer? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise. Dans les noms qu'on entend, moi, par exemple, Oblak me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe aujourd'hui, donc il ferait largement... Il n'y aurait pas de contestation à avoir Oblak arriver au PSG aujourd'hui, ça serait un super choix, je pense. D'accord. Est-ce qu'Alphonse Areola n'est pas en train de monter en puissance, gagner en maturité peut-être? Moi, ce que j'ai toujours été étonné chez ce garçon, c'est que quand il était au Pays Basque, là-bas, il était en Espagne. Villarreal. Villarreal. C'est ça, c'est à Villarreal, pardon. C'est pas le Pays Basque. Non, c'est pas le Pays Basque. Mais j'avais lu des interviews de joueurs de là-bas qui disaient énormément de bien de lui, qu'il avait de grandes qualités. Moi, ces qualités, je les ai jamais vues. Là, ce soir, c'est vrai que j'entrevois quelque chose d'intéressant parce que dans ses arrêts, il y avait de la sûreté, de la confiance, de la sérénité. Il était vraiment présent super bien, quoi. Je veux dire... Alors peut-être effectivement qu'il était en train de monter, et c'est vrai que Raymond a raison, en trouver un bon, faut-il que peut-être Oblak ou je sais pas, Navas peut-être au Real, et encore que... C'est un jeune gardien. C'est un jeune gardien, il avait peut-être besoin de... Peut-être. On le dit un peu timide, on le disait un peu timide aussi. De jouer des matchs, il y a un moment il faut faire les matchs, il faut les jouer les matchs de haut niveau, et... Voilà, il a peut-être passé un palier. Moi aussi, je pense qu'il faut peut-être un autre gardien, mais de temps en temps, d'avoir une forme de patience. Il a peut-être passé le cap aujourd'hui, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se remettre dans une situation de 1 et 1 bis, quoi. Si tu vas chercher un gardien, tu vas chercher un des top 3, top 4 gardiens européens. Tu vas chercher Oblak, tu vas chercher De Gea, tu vas chercher un joueur comme ça. Tu ne vas pas chercher un gardien qui à peu près le même niveau, en tout cas même en termes de réputation qu'Areola. Là, ça n'aurait aucun sens. Va chercher un gros gardien, mets tes 50 ou 100 millions d'euros, je ne sais pas combien ils vont mettre encore dessus, mais c'est ce qu'il faudra faire, quoi. Autre joueur à noter, vous nous demandez de noter Cavani, Edison Cavani. Si vous l'avez vu, vous lui mettez une note. Allons-y. C'est quoi les... C'est dur. Hein. Le 2, c'est très mauvais. Et le 4, c'est quoi? 2, c'est très mauvais. 3, c'est quoi? 3, 4. Très bien. Donc là, il y a note sévère d'Olivier Rouillet qui lui met simplement 2. Ça veut dire très mauvais. Le 4, c'est insuffisant pour vous. Mais alors, très mauvais par rapport à quoi? C'est à cause de Raymond. Parce qu'en deuxième période, c'est vrai, on a vu Cavani qui était complètement en défense, puis il nous dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rappelles? Et c'est vrai, je veux dire, on l'a pas vu Cavani. Moi, je l'ai pas vu dans ce rôle d'attaquant, même si ces fois c'est sporadique, mais là, je l'ai même pas vu. J'ai rien vu du tout. Peut-être qu'on l'a pas trouvé aussi. Non, mais ça, le fait de pas trouver, c'est un faux problème. Si tu veux pas être trouvé, tu seras jamais trouvé, hein, excuse-moi. Il s'est caché alors. Non, mais c'est pour ça que ça veut rien dire, ça. Tu sais, les mecs, si le jour où ils veulent pas du ballon, walou, hein, puis tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ils l'auront jamais. Donc c'est pour ça
ça que moi ce soir, absence totale de Cavani. C'est quoi que vous lui reprochez de faire des replis défensifs maintenant? Vous lui reprochez de faire des replis défensifs, Raymond? Non, il les a toujours fait. Ah ouais. Et quand il les fait, et d'habitude, il fait des appels aussi devant. Il a du mouvement, il donne des solutions. Il travaille devant, il travaille dans le pressing. Là, je ne l'ai pas vu dans le pressing haut. Il n'a pas fait grand-chose. Il est revenu quelques fois se placer parce qu'il a toujours cette générosité. C'est pour ça que je lui mets 3 et pas 2. Parce que effectivement, je crois c'est en première mi-temps, c'est 8 ballons. C'est 8 ballons. Pas de mouvement, pas de rien. C'est vrai que c'était pas facile. 4 ballons dans la surface, regardez la stat. Il touche 4 ballons et on compte celui où il est hors jeu, il marque le but. Ouais. Je ne sais pas si ça compte dans la stat. Ça compte dans les stats. Voilà, il n'a pas été présent, il n'est pas là, mais ça arrive. Mais d'ailleurs, rien que sa réaction quand il marque le but et qu'il est refusé, enfin, moi je l'ai toujours vu râler, être dans la niaque, l'envie, là, bon bah ok, but refusé, c'est pas grave. C'est pas grave, on gagnera quand même. Il avait pas été dans la générosité. Très bien. Bon, alors, c'est Olivier qui avait raison. Donc sur le 2, alors si je comprends bien. On y va. Vous allez noter maintenant le buteur du soir, Giovanni Lo Celso, donc qui fait énormément parler. Ce soir, attention, c'est du 7. 7. Tout le monde est d'accord. Alors, 7. On verra si l'équipe est d'accord avec vous ou pas. Pierre Maturana, Giovanni Lo Celso. Bizarrement, je l'ai trouvé meilleur en première période qu'en deuxième, malgré le but. Mais en tout cas, ça confirme qu'il a pris une vraie belle place au milieu de terrain au PSG depuis qu'il est remonté d'un cran. Et comme je disais pendant le match, je pense que ça met le doigt sur un vrai problème qui arrive, enfin un vrai sujet qui arrive au PSG, c'est la concurrence Verratti-Lo Celso qu'il va falloir commencer à gérer. C'est ce qu'on disait de l'équipe, il y avait écrit ce matin. Alors je ne sais plus qui dit ça, mais qui dit la différence entre Lo Celso et Verratti, c'est Lo Celso qui met des buts. Oui, on n'en est pas encore là, Régis, c'est ça? Techniquement, il y a un gouffre. Honnêtement, entre les deux joueurs, il y a quand même Il y a un gouffre techniquement, mais il y a... Il y a un gouffre. Il n'y a pas de comparaison. Hein. L'influence qu'il a sur le jeu. Lo Celso, sur quelle opposition il a fait de bons matchs. Après, il n'y a pas de souci, mais il n'y a encore pas photo entre Verratti et Lo Celso. Alors effectivement, il a des stats plus intéressantes. Il a marqué 4 buts. C'est lui qui est décisif ce soir. Ça amène la réflexion dans l'effectif, c'est vrai. Je pense que Paris va se poser la question, comme à un moment ils se sont posé la question, est-ce qu'ils allaient le prêter ou le transférer dans un autre club, comme ils ont fait avec un autre joueur qui est parti en Espagne. Ça a amené la réflexion. Donc aujourd'hui, oui, il va y avoir débat. Il va y avoir discussion le concernant. Parce qu'il fait une bonne fin de saison. Pareil. Oui. Non, tout à fait d'accord avec ce que Régis vient de dire. Vous le gardez, vous l'installez, vous le faites monter. Moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit par rapport à la question qu'on doit se poser par rapport à lui. En ce qui concerne Verratti, pour moi c'est pareil, il n'y a pas photo. L'autre est bien en avance et bien installé à ce poste. Maintenant, Lo Celso, c'est une bonne réflexion. C'est vraiment un travail intéressant à faire avec lui pour le futur. Bon, doit confirmer les saisons prochaines, vous lui mettez pas 8 ce soir, Raymond, quand même Non, je reste sur ça. C'est par rapport à l'opposition. C'est qu'un match de championnat contre Bordeaux. Bon, même si le dernier match, il a été aussi bien contre le Fantôme de Monaco, il montre des qualités. Il n'a pas encore prouvé au plus haut niveau, qu'il était capable d'être dans un grand club européen comme le sera Paris. Il sera encore au milieu le 4e ou le 5e joueur dans cette équipe-là, si Paris veut être au top niveau. On enchaîne avec un Bordelais, s'il vous plaît. Je vais y arriver. C'est Malcolm. Tiens, Pierre, c'était votre choix. Malcolm, vous vouliez le suivre. Vous lui mettez 6 à Malcolm, Pierre. Ouais. Bon, on va en parler. 5 seulement pour Olivier Rouillet. Il est sévère, Olivier. Raymond Domenech aussi. 5. Tiens, alors, on va donner la parole à Pierre Maturana qui... Au début du match, je vous avais dit, je vais suivre Malcolm particulièrement. Ouais, alors moi je me suis dit, j'aurais mieux fait de suivre Camano. Mais finalement, je me suis rendu compte que quand même sur beaucoup d'occasions de Bordeaux, il y avait quelque part un peu de Malcolm. Il y avait soit lui qui initiait une action, il y avait soit une très belle passe, il y avait un geste, il y avait quelque chose. Il y a eu des petits trous d'air, c'est vrai, dans le match, mais je trouve qu'il était bien plus propre, par exemple, que Camano, qui était très remuant, mais parfois un peu brouillon. Donc voilà. Et je pense que si Bordeaux avait gagné, on aurait peut-être même mis une note un peu plus supérieure à Malcolm. Il y a notamment son coup franc sur la tête de Pablo, c'est lui qui le tire. Enfin voilà, il y a des choses qui auraient pu faire basculer le match de Malcolm dans un
plutôt très bon match. Ouais. Donc, je trouve. Là, il était qualifié de moyen par Olivier Raymond. Ouais, mais justement, alors c'est là où... On attend toujours plus, évidemment. Mais... Non, mais ça prouve qu'il doit manquer quelque chose, parce que si on doit... Moi, j'entendais dans le commentaire des gens de Canal qui disaient qu'il est sollicité par les grands clubs européens. Ouais. Bah, moi, je posais la question. À 50-60 millions. Mais tu sais que qui le vendent, hein? Non, mais c'est ce que je disais quand il fallait suivre, je me dis. donc, moi, je me suis posé la question, et je me pose vraiment la question, Ouais, et je une suis fois que d'accord. le match terminé, je me dis, ah bon, bah dis donc. Même quand t'entends qu'à un moment Paris t'es soi-disant sur lui, etc., tu te dis, mais quand tu vois les joueurs qu'ils ont, D'accord. et que tu vois Malcolm, tu te dis bon. C'est vrai que même si à un moment donné, en début de saison, je crois qu'il avait marqué pas mal de buts quand même, hein, il avait été actif. Mais là, franchement, sur le match de ce soir, Je suis d'accord. bah ouais, bon. Bon, moi je reste sur ma fin, c'est pour ça que je me trouve pas sévère, je trouve que je suis honnête. Allez, on termine avec Camano. Vous vouliez noter Camano, on va mettre une note Camano pour les Girondins de Bordeaux, qui, je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler tout au long de la soirée, J'en mets pas. les Girondins ont perdu face au Paris Saint-Germain, 1-0. Donc la note, elle est de 6 à part Olivier Rouillet qui met 5 également, encore une fois. J'en ai pas vu plus, donc je peux pas mettre. Bon, bah d'accord, ok, très bien. Sans commentaire, je rappelle que les notes de l'équipe, vous les verrez demain, évidemment, vous pourrez les découvrir également sur la version numérique dès ce soir pour les notes de l'équipe, voir s'ils sont d'accord ou non avec... Allez, la zone mixte dans quelques instants, attendez, la zone mixte dans quelques instants, on ira au... Regardez, ça y est, c'est prêt, on attend les joueurs des Girondins de Bordeaux, on imagine beaucoup de frustration du côté des Girondins de Bordeaux, on va voir si eux, ils pensent que Paris a mérité de s'imposer ou non, et les joueurs du PSG. Non, ça s'arrête pas, alors on enchaîne. Non, juste pour revenir sur Mendy, il a fait 10 minutes, il a fait plus que Kurzawa. Merci, si c'était pour dire ça. Le classement, je voudrais juste un petit mot sur le classement, qu'on regarde encore le classement avec la défaite de Monaco, on vous rappelle, donc Paris est champion, et Monaco voit Lyon et Marseille revenir à 1 point. Alors tout à l'heure, on parlait de la position de Monaco, moi je voudrais juste faire un petit sondage, on va faire un petit habillage à l'américaine, vous nous dites pour la course à la 2e place, qui sera le dauphin du PSG maintenant? Le dauphin du PSG, Régis, pour vous, ça sera qui? Lyon. Ça sera Lyon. Olivier. Idem. Raymond, je vous pose la question. C'est vous le patron. Allez-y, c'est qui? Je vais pas dire Lyon parce que tiens. non, je suis un peu superstitieux. Je me trompe toujours. Je vais dire ça sera Monaco. Ça sera Monaco. Pierre. Monaco aussi. Monaco aussi. Moi, je vais dire Marseille. Et Marseille. Il y en aura pour tout le monde. Personne n'a dit Marseille, alors je voudrais pas que les Marseillais pensent... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et tout à l'heure, certains nous disaient que Monaco les dévissait. Vous les mettez encore dauphin. On parlait des dynamiques, Pierre Massurana. Ouais, alors c'est pareil, les dynamiques. Il y a 2 mois, on disait que Lyon devait faire gaffe au 5e. Aujourd'hui, on dit qu'ils peuvent être 2e. Donc ça se casse hyper vite en Ligue 1 à certains endroits du classement. Moi, je vois que les 3 ont un calendrier quasi similaire qui me semble un peu plus abordable pour Monaco et une demi-finale de Ligue Europa pour Marseille qui peut quand même laisser un peu de traces et leur faire dire que c'est ça qu'ils doivent jouer en priorité. Donc je sais pas, je vois bien Monaco se surprendre un peu, quoi. Allez, les premières réactions du côté des Girondins de Bordeaux, la zone mixte, c'est ouvert. Des matchs des plus complets de la saison. On a tiré beaucoup trop au but, on a vraiment des belles situations et on a pêché dans la finition, puis on est tombé sur un grand gardien. Donc déçu. Au tir de la dernière minute, tu pensais qu'il allait Ouais, je le voyais bien parce que je vois que je la croise, le gardien il part de l'autre côté, puis Berchiche il tacle bien, il fait un super jet défensif et puis voilà. Est-ce que ça doit être un match référence pour la fin de la saison et la prochaine qui arrivera? Bien sûr, je pense que c'est un match sur lequel on doit s'appuyer. Voilà, on voit qu'on est présent dans les grands matchs et donc c'est une bonne chose, mais il faut aussi que lors des autres matchs, on soit capable de mettre la même intensité, de jouer avec autant d'agressivité, de précision dans nos passes, parce que c'est les mêmes points au final. Là, c'est Paris, donc voilà, tout le monde est surmotivé, mais il faut être motivé aussi pour les autres matchs. Saint-Etienne, je pense. Et pour les Girondins de Bordeaux, il y aura Dijon. Allez, top, on arrête là, on a d'autres réactions. Réaction parisienne, réaction bordelaise dans quelques instants. Et puis notre débat sur les déclarations de Rivaldo. Neymar doit partir du PSG s'il veut devenir le meilleur joueur du monde. On va en débattre dans quelques instants. À tout de suite. Marquinhos, justement, au micro de Camille Macali. C'est le buteur ce soir, c'est de nouveau Giovanni Lo Celso. Il est arrivé à 18 mois au PSG. Comment tu juges son évolution à la fois sur le terrain et en dehors? C'est énorme. On sait que c'est très rare de voir quelqu'un venir de Sud-Amérique, s'adapter vite comme ça, tout de suite prendre les responsabilités, prendre l'importance dans l'équipe, jouer comment il joue tranquillement.
n'arrête pas de grandir, de progresser. Je pense que voilà, c'est un très bon joueur qui nous a beaucoup impressionné depuis le début et qui continue à nous impressionner sur le terrain. Il y a un autre joueur aussi qui a fait un gros match, c'est Alphonse Areola. On parle de beaucoup de noms de gardiens pour la saison prochaine. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un nouveau gardien pour voir le match qu'il vient de faire à Alphonse Areola avec... Je pense qu'on est très bien placé avec les deux gardiens qu'on a. Chaque fois qu'Alphonse joue, il montre ses qualités. Aussi Kevin, quand il joue, il est toujours présent, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est dur pour un gardien surtout, mais quand il joue bien, il donne de bonnes réponses. Je pense qu'on est très bien avec cette passe à notre faveur. Est-ce que c'est facile de garder la concentration? Vous sortez d'une semaine, il y a eu 2 gros matchs, donc Monaco et Caen pour assurer la finale. Là, c'était pas obligé d'aller chercher la victoire. Est-ce que c'est difficile? Il faut motiver les joueurs, le capitaine ce soir, vous avez... Je pense que tout le monde sait aussi de l'importance de garder la responsabilité, de garder la responsabilité sur le terrain, de garder la concentration. Je pense que ce soir, c'est vrai qu'on a de mérite et des joueurs qui peuvent bouger, leur relâcher. Déjà qu'on est champion, mais une fois qu'on rentre sur le terrain, il faut toujours donner à 100% et chercher de la victoire. Surtout, il ne faut pas donner les fautes de confiance pour les adversaires qu'ils arrivent à faire des bons matchs contre nous. Il faut montrer, déjà si on est champion de France, il faut montrer notre force à chaque fois qu'on est sur le terrain. Et bon, mais c'est bien, je pense que tout le monde a bien comporté. Ça n'était pas le meilleur match de l'équipe, mais on veut de contester de matchs. On sort de 2 matchs difficiles, et on a beaucoup travaillé, mais voilà, on sort d'ici avec une victoire, c'est très bien. Par qui tu te plais dans ce... Pour les réactions de Marquinhos, donc pour lui tout va bien, tout va très bien et tout le monde a fait le job. On enchaîne avec une déclaration qui va faire parler et qui fait déjà parler, celle de Rivaldo, l'ancien international brésilien, qui a parlé visiblement à Neymar puisqu'il a eu ces mots. C'était à nos confrères de Globo Esporte au Brésil. Je lui ai dit qu'il pouvait être le meilleur joueur du monde, mais je crois que s'il reste au PSG, il ne sera pas le meilleur joueur du monde. Il doit quitter le PSG. Voilà, allez, on y va, la question. Est-ce impossible d'être le meilleur joueur du monde à Paris? On y va, habillage à l'américaine, et vous vous positionnez. Est-ce impossible d'être le meilleur joueur du monde au PSG? Olivier Rouillet. C'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi, si vous allez argumenter, oui ou non? C'est compliqué, je vais dire non. Non. Régis Bois. Compliqué. Oui, pour le moment. D'accord. Raymond Domenech? Non. Pierre Maturana? Plutôt oui. Plutôt oui. Et Saïda Jimmy? J'espère que non. Très bien. Allez, on va faire un petit duel entre Régis, qui avait l'air d'être sûr, et Pierre Maturana. On y va donc. Je rappelle l'intitulé de la question. Est-ce impossible d'être le meilleur joueur du monde au PSG? On y va. On se prépare en régie pour le duel. Donc, après cette déclaration de Rivaldo, on vous lira la suite aussi de la déclaration de Rivaldo parce que elle vaut le détour. Et en tout cas, ça met un petit plomb aussi à l'image du Paris Saint-Germain. Alors, on y va. Régis Boire, donc, vous nous avez dit... Oui, c'est impossible d'être le meilleur joueur du monde. Alors, on y va, oui, pour le moment, mais on écoute vos arguments, Régis. Il sera le meilleur joueur du monde dans quelques temps, mais je pense que l'institution Paris Saint-Germain n'est pas suffisamment forte pour pouvoir voter sur le joueur, et le manque de titres ou le manque de matchs références dans les compétitions européennes prennent une place importante. On se rend compte le palmarès des ballons d'or. À chaque fois, l'histoire a démontré que ce sont les joueurs qui ont joué dans les grandes institutions, qui sont automatiquement des grands clubs parce qu'ils ont gagné des trophées. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'est pas dans cette configuration-là. Top, allez-y, Pierre Maturana. Au-delà du PSG, j'ai l'impression que c'est la Ligue 1 qui ne suffit pas à Neymar pour devenir le meilleur joueur du monde. Tu ne peux pas être le meilleur joueur du monde en évoluant dans le 5e championnat européen. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux championnats qui te permettent de devenir le meilleur joueur du monde, de montrer que tu es le meilleur joueur du monde chaque week-end quasiment, parce que tu as des grands matchs tout le temps, c'est la Liga et la Première Ligue. Même un championnat comme l'Allemagne, par exemple, c'est compliqué d'être le meilleur joueur du monde. Quand tu es au Bayern, c'est dire un peu la difficulté. Donc le PSG est encore loin. Et je pense que même Neymar, dans sa tête, il y pense déjà. Top. Donc vous n'avez pas écouté la question, puisque vous dites exactement la même chose. Non, mais c'est vous. Vous avez dit non, Pierre. C'était est-ce impossible? Vous nous dites non, c'est pas impossible d'être le meilleur joueur au PSG. Non, vous avez dit non. Non, je vais dire, écoute, j'ai dit plutôt oui. On reverra. 0. Alors 0. Attendez, réaction au micro de Camille Macali, on y va.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de duel. Quel est le sentiment ce soir? On a le sentiment de déception, mais en même temps c'était un bon match de la part des Girondins. Et un peu dessus par rapport aux efforts qu'on a fait et aux occasions qu'on a eues, on n'a pas su concrétiser. Après, voilà, le gardien parisien, il était dans ce match. Après, ce qu'on va retenir ce soir, c'est l'état d'esprit, l'engagement qu'on a mis du début à la fin. Et puis voilà, il faudra maintenir ça pour les prochains matchs. Qu'est-ce qui manque dans les dernières actions, dans la finition? On sent que vous récupérez bien le ballon, que vous avez été agressif. Qu'est-ce qui a manqué? C'est ce petit but qui a manqué ce soir. Après, comme je l'ai dit, le gardien il était dans son match. Nous, on a eu quelques situations. Voilà, ils ont bien joué le coup. Après, nous, on a bien joué aussi le coup, mais bon, ça n'a pas abouti au but. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'état d'esprit et l'engagement qu'on a mis dans le match du début à la fin. Ce sera ça, il faudra retenir pour ce soir. Et l'Europe, vous y croyez encore? De toute façon, là, on essaie de jouer tous les matchs. Après, on tirera le compte à la fin. Le coach assure François de se dire que si vous aviez fait des matchs comme ça, contre Caen, contre Rennes, parce que c'est pas ce soir il n'y a rien à vous reprocher. Ah ouais, ce soir, après, ça va. Après, tout le monde, on s'est dit, ouais, si on jouait tous les matchs, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Mais bon, après, ça reste un match contre le champion, donc tout le monde s'est donné à fond. Après, reste à voir sur les prochains matchs si ça sera comme ça. Donc j'espère que ça sera comme ça, parce que rien ne nous empêche de refournir ces mêmes efforts. Donc ça sera à nous d'entretenir ça et voilà, rester solide surtout à l'entraînement et continuer. Pour les réponses de François Kamano au micro de Camille Macali, on revient évidemment au Matmut Stadium dans quelques instants. Alors, on revient à notre débat, parce qu'évidemment, on s'est trompé dans le duel, donc il n'y a pas eu de duel, on ne votera même pas, on ne va pas arbitrer, mais on va donner la parole à Olivier Rouillet, qui lui, après réflexion, nous avait dit plutôt non, lui, sur... Oui. C'est pas impossible d'être le meilleur joueur du monde au PSG. Moi, je pense que si Neymar veut être le meilleur joueur du monde, ça ne dépend que de lui. Qu'il soit au PSG, à Madrid, à Barcelone, ça ne dépend que de lui. Ça dépend de... Quand on regarde Ronaldo et quand on regarde Lionel Messi, on sait que c'est des joueurs exceptionnels, mais c'est des joueurs qui font des choses assez extraordinaires, qui sont collectifs, qui sont individualistes mais collectifs, des mecs qui ont une personnalité à part. Moi, j'ai envie que Neymar il soit de ce type-là. Je ne sais pas s'il est de ce type-là. Parce que pour être le meilleur joueur du monde, on est un être exceptionnel. À tous les niveaux. Intellect, physique, technique. Mais je ne sais pas... Peut-être que du côté de Neymar, il y a quelque chose qui pêche. C'est ça qui pêche, mais les arguments sur la Ligue 1, sur un club qui est une grosse institution, nous disait Régis, c'est possible, mais avant tout, c'est le personnage. Et le personnage, il pourra, s'il est au top par rapport aux 3 critères dont je viens de vous parler, mais s'il amène son club à gagner la Champions League, et bien même si c'est l'année prochaine, par exemple, ce que je souhaite sincèrement, la réflexion n'est pas du tout la même. Donc pour moi, c'est le joueur, Neymar, et je souhaite qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et il peut faire gagner la Champions League pour vous. Non, mais il a 2 vitrines. Il a la Champions League et l'équipe nationale. On est d'accord. Je veux dire, il peut jouer dans n'importe quel club. S'il est champion du monde avec le Brésil et qu'il est le joueur dominant de la Coupe du Monde, il peut être le ballon d'or à la fin, même en jouant au PSG. C'est un faux débat. Son truc, là, Rivaldo, ils sont gentils, les mecs, les vieux, là, qui nous sortent leur truc. Parce que le championnat français, à l'extérieur, est considéré comme un championnat mineur. Mais si Paris simplement arrive en demi-finale d'une coupe européenne tout d'un coup, et que lui, en équipe nationale, il est champion du monde, je veux dire, c'est fini, on n'en parlera plus. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du club. Sa prestation en équipe nationale, elle est essentielle, aussi pour lui. Et je rappelle quand même qu'il a été à Barcelone. Il n'a pas été élu meilleur joueur du monde. Hein. Il y avait devant lui, il y avait Messi, il y avait Suarez, il y avait Ronaldo de l'autre côté. Il était 3e du Ballon d'Or au moins. Il a été 3e une fois. Voilà, et il était dans un grand club et il ne l'a pas été. À un moment, pour le moment, il y en a 2 et il pourra jouer dans n'importe quel club du monde. Il y en a 2 qui seront devant lui tout le temps.
Mais il peut faire ce qu'il veut, sauf s'il est champion du monde. Alors, je lis la suite quand même. loin. Je lis la suite de ce que dit Rivaldo, donc il lui conseille de quitter le PSG pour devenir le meilleur joueur du monde, parce qu'il dit, dans le foot, pour être le meilleur, il faut jouer en Espagne. Le Barça, à cause de sa situation, c'est difficile, mais je crois, d'après ce qu'on me donne comme information, il a la possibilité de jouer au Real Madrid. Là-bas, oui, il peut être le meilleur joueur du monde. Il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit de dire des conneries. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'il va jouer au Real. D'abord, s'il joue au Real, il faudra qu'il joue et qu'il enlève le titre à Ronaldo. C'est pas gagné d'avance. Même en jouant au Real, il sera deuxième. Et donc, il ne sera pas le meilleur du monde. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur du monde, ça veut dire le Ballon d'Or? Ou le meilleur joueur du monde, ça n'a rien à voir avec le Ballon d'Or? Je pense qu'ils pensent tous au Ballon d'Or. Alors c'est différent. C'est pas la même chose. Parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, je fais abstraction du Ballon d'Or. C'est le mec qui te fait rêver tous les jours, qui t'apportera quelque chose dans son football. Regarde, Areola t'a fait rêver aujourd'hui. Oui, tu peux avoir un gardien de but qui te fasse rêver. Pour moi, être le meilleur joueur du monde, ça veut dire que pendant 5 ans, tu es le meilleur joueur du monde. T'es pas tout d'un coup le meilleur joueur du monde parce que tu as le Ballon d'Or et qu'après on t'oublie. C'est pas ça le meilleur joueur du monde. C'est, en tout cas moi, dans ma vision personnelle, c'est quelqu'un. Ouais, mais ces dernières années, le Ballon d'Or ont été quand même des meilleurs mais pour le moment, les deux meilleurs, c'est Ronaldo et c'est Lionel Messi. C'est personne d'autre. Mais t'as quand même du mal à l'imaginer rester 5 ans au PSG quand tu vois déjà comment il galère à le retirer pour cet été. On n'est pas sur le. Ah non, qu'il reste, qu'il puisse rester ou qu'il puisse. Allez, Malcolm en direct. Malcolm avec Camille Macali, on l'écoute. Une belle casquette. On a fait un gros match et je pense qu'on a mérité un résultat positif. Et voilà, et on a fait ce qu'il fallait. Après, il y avait Areola aussi qui a fait un gros match. Et voilà, il faut continuer comme ça pour retrouver les filets contre Dijon. Est-ce que vous regrettez les mauvaises passes et quand vous voyez la prestation de ce soir, ça vous donne un peu des regrets sur l'ensemble de la saison? Ouais. On le sait aussi qu'on peut faire mieux. Et voilà. Là, c'est trop tard, mais on va rien lâcher. On va tout donner jusqu'à la fin. Et l'Europe, c'est dans un coin de votre tête où vous allez vous battre jusqu'au bout? Il faut rien lâcher, comme je t'ai dit. Il faut tout donner jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour y aller chercher quelque chose. Et un dernier mot sur votre avenir, il sera bordelais ou il sera pas bordelais? Je sais pas. On verra. Voilà. Bon, bah, visiblement, il tutoie Camille Macali maintenant, donc voilà, il devrait lui donner les réponses prochainement, j'imagine. Merci en tout cas. On y va, on enchaîne. Attention, Juve-Naples. Alors là, un point sépare les deux équipes maintenant, puisque regardez ce qui s'est passé ce soir. Une victoire arrachée dans le temps additionnel grâce à un but du défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, qui est... Alors là, on voit le but refusé d'Insigne dans un premier temps. Il était hors jeu, ok. Mais on va voir derrière... Mais il le met bien quand même. Hein. Bah oui, mais enfin bon. Le but de Koulibaly, ce coup de tête à la 90e qui permet donc au Napoli de s'imposer et à Naples de revenir à un point de la Juventus. Il reste encore 4 journées à disputer en Serie A et la Juve devra encore se rendre à l'Inter Milan et à Rome contre l'AS Roma, donc la Serie A, le dernier championnat dans lequel il y a du suspense. D'où notre petite question, le football italien a-t-il retrouvé son lustre d'antan? On y va, hop, habillage à l'américaine, et vous allez nous donner votre avis sur le foot italien, dont on parle beaucoup en ce moment, avec la qualification de la Roma et le match entre la Juve et le Real. A-t-il retrouvé son lustre? Régis Bois. Je veux dire oui. Oui. Pierre Maturana. Non. Non. Olivier Rouillet. Oui. Oui. Saïd Jimmy. Oui. Oui. Raymond Damec. Ils sont un peu mieux que ce qu'ils étaient, mais ils étaient tellement mal que... Donc oui ou non? Je dirais plutôt non. Plutôt non. Bon, on avait presque 2 fois à faire un duel, mais on n'a plus le temps de faire un duel. Allez-y, Pierre. Non mais faut voir ce que c'était le foot. Moi quand j'étais tout petit, on me racontait Platini, Maradona, le Grand Milan. Quand j'étais un peu moins petit, il y avait le Grand Milan donc. Ensuite quand j'étais ado, il y avait Ronaldo, Batistuta, Del Piero, Parme, tout ça, etc. Il y a 10 ans, il y avait encore un Ballon d'Or en Serie A, c'est Kaka. Aujourd'hui, on n'est quand même pas au même niveau. On est quand même un poil en dessous de tout ça. Il y a un vrai mieux dans le foot italien. Les équipes sont meilleures. Il a juste fait des finales avec des champions. Et on retrouve un peu des équipes avec des identités de jeu comme Naples ou même parfois la Roma. C'est le championnat qu'on va suivre là. C'est le seul où il y a du suspense encore. Oui, mais ça veut pas dire que ça retrouve le lustre d'antan.
Non, mais on se plaignait pendant un moment que la Juve écrasait le championnat. Raymond disait que c'était tellement mal, mais c'était tellement fort avant, c'était tellement bien le foot italien avant, c'était le championnat référence. Avant, les clubs italiens pouvaient aller choper un joueur au Barça. Aujourd'hui, c'est fini. Dans le foot italien, il y a deux raisons. Il y a l'équipe nationale où ils sont dans une difficulté. C'est la première fois, je crois, qu'ils vont pas faire la Coupe du Monde. Là, on peut dire qu'il y a un vrai problème. Et au niveau championnat, où je trouve là aujourd'hui qu'il y a un vrai intérêt avec des équipes différentes, avec des formes de jeu aussi différentes. Ça attaque. À un moment, en Italie, on disait ça défend bien. La Juve défend bien aussi parce qu'ils sont restés dans cette culture. Mais tout à l'heure, Raymond et Olivier sont rentrés. Ils ont regardé une partie du match. Il y avait un vrai match. Nous, on l'avait en dessous là. Voilà, je trouve que le foot italien dans le championnat a un intérêt nouveau. Ces derniers temps, on le regardait sans le regarder. Là, à mes yeux, on le regarde à nouveau. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Il y a un côté défensif aussi que l'on reprochait aux équipes italiennes qui a tendance un peu à évoluer. Moi, je trouve que ça joue un peu plus au ballon quand même. Bon, vous avez vu, tiens, il y a des Pogdens visiblement du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que j'enchaîne avec Paul Pogba, qui était l'invité de nos confrères de Canal+ tout à l'heure et qui a parlé des Bleus. Alors, écoutez, quand on parle de moi, on dirait qu'il faudrait que je marque un but et que je fasse une passe décisive à chaque match. En parlant de l'équipe de France, est-ce qu'on en demande trop donc à Paul Pogba en bleu pour vous, Olivier? Oui, quand je l'écoute, mais lui, on ne demande pas, nous, à Pogba de marquer des buts systématiquement et d'avoir des passes décisives systématiquement. Nous, on demande à Pogba de nous démontrer quelles sont ses réelles capacités et de nous démontrer qu'il a une place indiscutable dans l'équipe de France. Moi, j'ai jamais demandé à Pogba de marquer des buts. J'ai envie qu'il fasse des matchs pleins à chaque fois. Et des matchs pleins, c'est dans son positionnement, c'est dans sa façon dont il joue, etc. C'est pas de marquer des buts à chaque fois. Ça, c'est lui qui se met... Alors là, quand il dit ça, et Dieu sait que j'aime pas le mot pression, mais j'ai l'impression qu'il se met une pression tout seul, lui. Il s'invente quelque chose. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois... mais c'est peut-être pour ça que des fois, nous, on se pose la question à un moment donné. Faut qu'il se calme, le garçon. C'est parce qu'on lui demande. C'est pas vrai. C'est lui-même qui s'est un peu vendu comme ça, finalement. C'est pas nous qui lui avons dit, oui, marque à chaque match, etc. C'est lui qui, dans sa com, dès le départ, a commencé à dire, moi, je serai le prochain milieu de terrain, ballon d'or, etc. Je veux faire comme Nedved et ces joueurs-là. Les joueurs qui ont été proches du ballon d'or en étant milieu de terrain, c'est des joueurs comme Nedved, Lampard, etc., qui, effectivement, marquaient beaucoup de buts. On a bien vu que Pogba n'arriverait pas à ce rendement-là, et parce que c'est une autre époque, parce qu'aujourd'hui il y a Messi, Ronaldo, des joueurs qui mettent 40 ou 50 buts par saison. Pogba, il ne peut pas faire ça, il faut qu'il fasse autre chose pour se faire remarquer que simplement marquer des buts. On vous remercie, on va remercier...